friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous révèle enfin ce que je faisais avant d'être youtubeuse. C'est une question qu'on me pose très souvent. Dans le passé, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai toujours refusé d'en parler par rapport aux confidentialités avec mes anciens employeurs. Mais je voulais surtout me mettre dans une position où si jamais YouTube, ça marche pas du tout pour moi, je pourrais reprendre cette voie et reprendre un boulot sans avoir fait des vidéos qui pourraient éventuellement me porter préjudice. Et du coup, je voulais vraiment juste ne pas en parler du tout, mais le plus de temps qui passe et le plus je me dis que même si YouTube fonctionne plus du tout pour moi, même si ça... Est-ce que casse le figure, c'est vulgaire à dire, je sais pas trop, mais si YouTube il casse le figure, dans ce cas-là, je ferai plus ce métier. Et du coup, c'est pour ça je me permets aujourd'hui de vous en parler. J'ai fait beaucoup de boulot. Aux États-Unis, on peut commencer plus ou moins légalement de travailler à partir de 16 ans, parfois à partir de 14 ans dans certaines circonstances. Et il me semble pour tout ce qui est ferme et tout ça, vous pouvez commencer encore plus tôt si votre père est fermier, etc. Il y a des lois un peu compliquées, mais la majorité des personnes commencent leur boulot à 16 ans. J'ai habité dans un quartier où il y avait plein de bébés, donc j'ai commencé à faire du babysitting à partir de 10 ans. Oui, c'était très jeune, très jeune. Au niveau de paie, je peux vous dire, babysitting c'est un truc aux États-Unis, comme c'est pas réglé comme en France pour les nounous et tout ça. Parfois j'ai travaillé 8 heures, j'étais payé $20 à la fin, et puis parfois j'ai travaillé 2-3 heures et on m'a passé $50. Donc les prix c'était un peu de partout, il n'y avait pas de régularité et c'était uniquement les week-ends. Maintenant je me dis 10 ans, punaise, je laisserai jamais mes enfants seuls avec un gamin ou une gamine de 10 ans. Mais peut-être parce que c'était une petite communauté, c'était les voisins, donc ils étaient juste à côté, je sais pas trop, mais j'ai commencé à 10 ans et j'étais contente parce que ça me faisait de l'argent de poche. Et mes parents, à partir d'un certain âge, en fait, ils nous achetaient plus du tout de vêtements, sauf pour si c'était des vêtements d'occasion, et c'était eux qui choisissaient. Du coup, on était très motivés d'avoir un boulot pour ne pas s'habiller en Winnie l'ourson à 12 ans, quoi. C'était très intéressant. J'ai appris très jeune la valeur du travail et j'ai pris un boulot qui était un peu plus consistant, que je considérais comme mon vrai premier boulot. À 15 ans, j'étais une au pair pour une famille qui était juste à côté. C'est une histoire très longue et compliquée, mais c'était les tantes qui gardaient les enfants. Elle n'était pas vraiment leur mère, elle avait sa vie professionnelle, elle n'avait pas vraiment le temps pour s'occuper de ces enfants-là. C'était une famille de 4 enfants, c'était les enfants de sa sœur ou sa nièce à la base, j'oublie lequel, mais cette femme-là, qui était la mère de ses enfants, elle n'était pas capable de s'en occuper. Elle était très accrochée aux drogues et elle n'arrivait absolument pas à s'en sortir. Elle aimait ses enfants avec tout son cœur, mais elle était tellement partie loin avant de les avoir que elle essaie toute sa vie de battre cette maladie, mais elle n'est pas arrivée. Et du coup, c'était dans le meilleur entrée des enfants d'être chez la tante qui avait beaucoup plus de moyens pour les garder, qui avait la place chez elle. Et donc, c'était mon job de m'occuper de ces enfants après l'école, tous les jours. C'est une expérience au pair qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que ces enfants-là, ils étaient super gentils, mais ils sont venus aussi avec beaucoup de blessures et en même temps, pendant que je les gardais, leur mère s'est suicidée. C'était un truc vraiment horrible pour eux de vivre. Ils étaient traumatisés, franchement. Donc, parfois, j'avais besoin d'être un soutien émotionnel qui va au-delà de ce qu'on peut avoir souvent avec les cas de famille au pair. Ensuite, j'ai terminé cette boulot juste avant de partir pour l'université. Donc, l'été de mes 17 ans, j'ai pris un boulot où je travaillais en tant que réceptionniste dans un hôtel. Ça, c'était une cool expérience. J'ai beaucoup aimé. C'était cool de voir les gens de différents pays. Moi, j'en avais pris que 2 ans de français au lycée. Et ça je parlais super mal français, mais chaque fois qu'il y avait des personnes qui venaient de la Suisse, Belgique, les Français, etc., j'essayais vraiment de dire « Votre chambre, c'est numéro 218, c'est ça ?» J'étais trop contente chaque fois qu'il y avait des francophones qui étaient dans cet hôtel. C'était seulement peut-être 5 mois, à la limite. C'était fin de l'année scolaire et pendant l'été. Et ensuite, je suis partie pour l'université, donc j'ai fini mon boulot à l'hôtel. J'ai passé 2-3 mois au début de l'université où je voulais vraiment juste prendre mes repères et j'ai pas travaillé. J'ai utilisé les économies que j'avais fait au lycée pour pouvoir me payer le premier semestre de l'université. Et ensuite, je me suis fait embaucher en tant que preschool teacher. Donc, c'est l'équivalent d'une maîtresse d'école pour la moyenne section. C'était les 4 ans que j'avais. J'ai adoré. C'était un preschool qui était sur l'université même. C'était dans l'université. Vous savez, les universités aux États-Unis, il y a plein d'énormes bâtiments de partout. Ça faisait partie de l'université. Il y avait des vitres à double sens pour que les gens puissent voir
ce qui se passe dans le preschool, mais nous, on pouvait pas voir de l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, c'était pas genre un truc que des personnes qui étaient dehors du contexte preschool pouvaient voir, mais on avait très souvent les étudiants qui étudiaient la psychologie, le développement de l'enfant, etc., qui venaient nous observer pendant qu'on était en train d'enseigner ces enfants, et ils essaient de ainsi faire des études. Donc parfois vous entendez des études faites des enfants dans les crèches ou dans les preschool, dans les écoles maternelles, Moi, j'étais dans le genre d'université où ils font justement ces études. Et donc, pour pouvoir justifier ma position, il fallait que j'assiste aussi et que je réussisse un certain nombre de cours dans le développement de l'enfant à l'université, en même temps aussi assister des conférences, etc. Il fallait être absolument à point dans tous nos gestes avec les enfants sur tout ce qui était de nouveautés, tout ce qui était nouvellement sorti et soutenu surtout par la science pour le développement des enfants. Ce n'était pas du tout une école maternelle comme on entend en France, où le style d'enseignement, c'est ce qu'on appelle dans le milieu académique, mais c'était play-based, c'est-à-dire c'était basé sur le jeu. Donc ils apprenaient plein de choses. Il fallait qu'ils apprennent plus ou moins les mêmes choses qu'il faut apprendre en France, sauf pour là, il fallait que tout se passe au niveau des jeux en fait, et que c'est vraiment l'enfant qui mène son propre expérience avec l'éducation, parce qu'ils estimaient qu'avant 5-6 ans, le plus important c'était bien sûr d'apprendre, mais surtout aimer apprendre et ne pas faire sentir les enfants comme s'ils avaient des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. À cet âge-là, on voulait leur donner la confiance de tout tenter à l'école plus tard et de ne pas du tout leur mettre la pression de leur forcer d'apprendre les choses ou d'écrire sur les papiers et tout. Comme c'était à l'université, ils voulaient voir tester ce qui était dans la meilleure entrée psychologiquement de l'enfant. C'était ce qui était à jour au moins entre 2008 et 2012. Pour le développement de petit enfant, c'est ce qu'ils disaient était le meilleur, et du coup ils continuaient à faire les tests pour le rendre plus pointilleux le sujet, etc. C'était hyper fascinant. On avait un concept en particulier que j'ai beaucoup aimé, et je vois en France que ça commence à venir, mais c'est un peu bizarre comment c'est annoncé le truc, donc je voulais faire un peu le point sur ça. C'était le fait qu'à l'école, on n'avait pas le droit de dire no aux enfants. Et j'entends déjà des commentaires, oh là là, mes enfants, si on leur dit pas no, ils vont faire tout et n'importe quoi. Mais justement, l'idée, c'est de réapprendre aux adultes comment il faut faire pour encadrer les enfants dans une manière qui va être la plus productive pour l'enfant, pour toute la classe, et ils vont pouvoir surtout savoir comment il faut se comporter dans la société en fait, parce que c'est ça le but. Parce que le but, c'est vraiment pas de punir leurs enfants, leur faire comprendre ce qu'ils font de mal, mais plutôt de leur apprendre comment il faut bien se comporter, comment la société s'attend qu'ils devraient réagir dans certaines situations, comment il faut faire pour gérer ses émotions d'une manière saine, etc. C'était très dur au début. Ma première semestre, je vous cache pas du tout, j'ai dit bon, je vais faire comme elle dit là, mais c'est un peu n'importe quoi, ça semble comme une unité qui va juste vraiment pas être pratique du tout et ça va mal se finir. Et au final, les méthodes, parce qu'il y avait toute une méthodologie derrière pour comment la faire correctement et tout, c'était tellement plus efficace, et surtout avec les enfants qui avaient souvent des grosses difficultés de comportement. C'est là où on voyait vraiment une énorme différence. En fait, le concept, c'est que oui, vous allez les cadrer, mais au lieu de leur dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, vous allez leur dire, même vous pouvez les dire avec une voix ferme, sans pourtant crier, bien sûr, vous êtes dans une école, c'est pas approprié, vous allez leur expliquer comment ils doivent se comporter. Dans certaines situations, c'était hyper logique. Donc, au lieu de dire, par exemple, ne monte pas sur la table, on disait, il faut garder vos pieds par terre. Sinon, si vous montez sur la table, vous pouvez tomber et vous faire très mal. Donc, il fallait leur dire déjà comment il fallait se comporter pour qu'ils arrêtent le comportement qui n'était pas désirable. Et ensuite, leur expliquer pourquoi ce qu'ils allaient faire était mal. Et un grand truc, c'était même que parfois les adultes disent, ouais, mais l'enfant, il va pas comprendre, ça va prendre trop de temps. Mais les enfants souvent, ils comprennent mieux que ce qu'on pense. Et surtout, parfois, ils comprennent pas, mais ils sentent que quand tu leur expliques les choses, que tu as leur meilleure entrée au cœur, et du coup ils t'écoutent, ils comprennent que tu veux ce qui est le mieux pour eux. Franchement, mon boss, au niveau personnel, c'était pas ma personne préférée, mais au niveau professionnel, franchement, elle était top du top. Elle avait toujours des super idées. Elle était vraiment là si on avait du mal à intégrer cette méthodologie dans les classes pour venir nous aider justement à l'intégrer et tout. Et les différences des comportements des enfants, c'était un truc énorme. C'est un sujet qui me passionne énormément parce que j'étais pas du tout croyante dans cette pratique quand j'ai commencé l'expérience. Et à la fin de mes études en 2012, quand j'ai arrêté d'être enseignante avec ces élèves, c'est une expérience qui m'a tellement touchée et tellement changé ma perspective sur l'enfance.
c'était juste énorme. Et au long terme, vous allez être beaucoup moins frustré avec l'enfant parce qu'ils vont vraiment savoir comment il faut se comporter. Donc quand on est tout le temps en train de dire ne monte pas sur la table, arrête de faire ça, l'enfant dans sa tête, il va sentir souvent très mal par rapport à ses expériences, il va sentir qu'il ne fait pas les choses bien et on ne veut pas leur faire sentir qu'ils sont nuls ou les punir sans cesse, on veut leur faire sentir qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions et leur aider de savoir comment le faire en sachant que s'ils font une erreur, nous on est là. Par contre, je peux vous confirmer aussi que quand on ne pratique pas régulièrement, c'est plus dur d'appliquer dans la vie réelle. J'essaie autant que possible avec mes enfants, mais parfois je suis juste fatiguée. Quand je travaillais à la crèche ou quand je travaillais à l'école maternelle, je pouvais rentrer en fin de journée tranquille. Et si j'étais trop fatiguée, si je ne pouvais plus, mon cerveau était saturé, bon, je pouvais dormir, je pouvais faire mes devoirs, je pouvais faire autre chose. Bon, très longue explication. Hey friends, c'est la Patricia du montage. La vidéo est beaucoup trop longue, donc pour résumer vite fait, aussi pendant que j'étais à l'université, je faisais également une année où j'ai travaillé pour Bath & Body Works. Je vous avais fait toute une vidéo sur ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également, j'ai fait une année, la dernière année où j'étais juste en train de préparer pour rentrer en France pour me marier avec mon chéri, où j'ai travaillé à Lisa's Pizzas en plus de mon travail d'être maîtresse dans une école maternelle, dans un preschool. C'est une pizzeria, donc vraiment chouette, mais on va continuer le reste parce que sinon si je vous en parle trop, cette vidéo va durer 40 minutes. Ensuite, pour venir en France, j'ai fait une visa avec le programme TAPIF. TAPIF, c'est un programme d'échange où j'étais venue en France pour faire assistante dans les écoles. Moi, j'avais fait la demande pour travailler dans les écoles maternelles et primaires parce que toute mon expérience était dans ce domaine-là. À la base, j'avais aucune envie d'être enseignante. Ça, c'était un truc où je ne m'intéressais pas du tout. C'était quelque chose que je faisais vraiment pour pouvoir payer mes études. Et c'est quelque chose où je me suis dit, ça fait toujours une expérience sur le CV parce qu'aux États-Unis, le plus important, ce n'est pas de rester dans le même filier. Le plus important, c'est de ne pas avoir des gros écarts sur votre CV où vous faisiez rien. Parce que ça, c'est super mal vu. Il vaut mieux que vous changez de domaine 10 fois dans une période de 5 ans plutôt que d'avoir 5 ans de chômage par rapport aux employeurs qui vont passer plus tard si ça a du sens. Donc, j'étais venue en France, j'étais assistante prof pendant les 9-10 mois de l'année scolaire, je sais plus. C'était dans les écoles, les lycées et un collège sur Grenoble. C'était une expérience particulier, c'était très différent que l'expérience dans toutes mes années d'être scolarisée aux États-Unis. Mais je me suis confirmée dans l'idée que ça n'allait pas être ma voie professionnelle au moment où j'ai travaillé avec une professeure qui était plutôt gentille, mais elle m'a avoué qu'elle était complètement capable un jour d'arriver avec un pistolet et tuer tous ses élèves. Et je dis ah tiens, ça m'a un peu fait flipper. Quand j'ai essayé de parler avec son dirigeant pour dire, juste pour que vous sachiez, peut-être qu'il faut un peu d'aide psychologique ou quelque chose ici, le dirigeant a rigolé et disait, les gens sont libres à faire ce qu'ils veulent. Ouais, elle rigolait et elle faisait comme si c'était rien. Et j'étais genre, non mais... Il y a un problème ici, hein, il y a un gros problème. Cette dame a besoin d'aide et ses élèves également. Bref, c'était un truc qui m'a un peu fait flipper et on m'a expliqué les autres professeurs dans cette école qu'en fait en France c'est très difficile de virer un professeur et une maîtresse d'école, même si parfois ça serait dans le meilleur entrée des élèves, c'était hyper compliqué. Du coup, je me suis dit, il y avait beaucoup de personnes qui étaient déprimées. Ça m'a tellement découragée, je me suis dit, ça va pas être la voie pour moi, je le sais déjà de base. Je voulais faire complètement autre chose, mais à chaque fois, après en France, j'ai appris, après cette expérience, qu'une fois que vous commencez un travail qui pourrait être considéré comme un métier, c'est très dur de se reconvertir après parce qu'on va toujours vous faire revenir à ce boulot-là. Donc j'ai envoyé plein de CV et parfois j'ai envoyé des CV aux trucs qui n'avaient rien à faire, juste les jobs alimentaires histoire d'avoir quelque chose en attendant pour trouver un travail qui me plaisait plus ou en attendant pour faire un diplôme en France. Et à chaque fois, on me réorientait vers les jobs pour enseigner l'anglais. Peu importe ce que je faisais, on voulait que j'enseigne l'anglais. J'étais ensuite embauchée en tant qu'éducatrice des jeunes enfants dans une crèche bilingue. J'ai quitté ce boulot après 1 an. Je ne sais pas si j'ai le droit contractuellement de vous dire pourquoi. On m'a pris pour un pigeon. Je pense que je peux dire ça. On m'a vraiment pris pour un pigeon et on a joué un peu sur le fait que en tant qu'étrangère, il y avait peu de risques que j'allais au prud'homme. Ensuite, j'étais embauchée en tant que maîtresse d'école. Je me suis dit, cool, c'est ça que j'ai fait aux États-Unis. J'ai
adoré faire ça. Ce n'était pas du tout le voie professionnelle que je me voyais faire, mais je me suis dit ça va être sympa. Je m'attendais que ça soit un peu similaire. Mais les différences entre comment on est censé traiter les enfants dans les écoles en France et comment ça a bien marché pour moi aux États-Unis, l'écart n'était pas possible. Et cet emploi aussi, ça m'a été très difficile parce que à chaque fois, la directrice voulait me corriger, me réorienter. Et du coup, elle disait, il faut faire comme telle et telle personne. Et une fois, par exemple, j'avais une semaine où je prenais exactement le même programme scolaire que la dame qu'elle m'avait dit de copier. Et là, elle n'était pas contente, elle dit que c'était pas bien du tout pour les élèves. J'ai dit, mais c'est ça que vous m'avez dit à faire. Peu importe ce que je faisais pour cette dame, c'était pas bien. Et le plus que j'essayais de faire comme elle voulait, le moins bien que c'était pour les enfants. Pour moi, c'était une expérience dont je ne garde pas des souvenirs positifs, pour être très très franche. Et encore, moi j'ai essayé de garder mon distance. J'étais enceinte à ce moment-là et je me suis dit, il faut juste que je tienne le temps, que je suis en arrêt de maternité, mon congé maternité, et puis j'en parle plus jamais avec cette dame-là parce que c'était une expérience vraiment trop bizarre, franchement trop bizarre. Et ensuite, après ma grossesse, après le congé maternité, mon mari, il cherchait un boulot, il avait trouvé un boulot sur mon pied, donc on a déménagé sur mon pied. Le problème, c'est que maintenant, j'étais prête à chercher un nouveau emploi, mais il fallait attendre que je fasse renouveler mon titre de séjour parce que généralement, si vous êtes à 1 ou 2 mois de près de la fin de votre titre de séjour, les vrais emplois, les emplois stables ne veulent pas vous embaucher parce que vous pourrez en théorie partir d'ici 1 ou 2 mois. Du coup, c'est un peu compliqué pour eux, ils ne veulent pas s'engager là-dedans. Donc, normalement, il faut attendre que vous avez le récépissé. Après, quand on fait la demande de renouvellement, il faut attendre encore 2-3 mois qu'ils font la nouvelle carte, etc. Ils vous donnent le récépissé en attendant pour que vous puissiez travailler légalement, mais les gens ne veulent pas vous embaucher tant que vous avez un récépissé. Et à ce moment-là, je faisais un peu mon blog, je faisais un tout petit peu YouTube, j'ai commencé vraiment vers ce moment-là. Ça leur a pris sur mon pied 1 an de me fournir mon titre de séjour parce que chaque fois j'allais pour me renseigner, ah oui, mais on avait oublié votre dossier. Et du coup, je pouvais pas chercher un emploi ailleurs. Et c'est là vraiment où je me suis lancée dans YouTube et mon blog à temps plein. Je me suis dit, tiens, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à en vivre. Si moi, j'arrive à avoir même 100-200 euros par mois, déjà, c'est ça pour dépanner en attendant que ce titre de séjour, ça arrive. Finalement, YouTube a marché juste au moment où j'ai eu mon titre. C'était 1 an plus tard, donc c'était en 2016. C'est là où j'ai commencé à toucher un tout petit peu plus d'argent. Ce n'était pas du tout assez pour dire que c'était un salaire ou en vivre, mais c'était assez pour remplacer plus ou moins un congé parental en fait. C'était comme ça pendant 1 ou 2 ans, et puis c'est vraiment l'année dernière, c'était la première année où je pourrais dire que j'arrivais à gagner assez pour en vivre de YouTube. Et c'est là mon chemin, mon expérience. Même si YouTube marche plus pour moi un jour, je ne compte pas forcément rentrer dans ce domaine. On verra avec le temps, mais comme dans ma tête, j'ai définitivement fermé ce chapitre, je me sens capable de vous en parler sans que ça m'apporte préjudice. Voilà. J'espère que vous passez une super journée et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!